Il est temps maintenant de nous intéresser aux repères et cette fiche est davantage concentrée sur les repères qui ont trait à la raison. Même si la vérité c'est que tous les repères peuvent essayer de s'appliquer à toutes les notions, vous pourrez toujours trouver un lien. Simplement ici, j'ai vraiment voulu les rassembler par thématique et je pense que vraiment ce qui les relie, ça reste la raison. Alors, premier repère, croire savoir. Je peux croire aux horoscopes. Je peux me réveiller tous les matins, regarder ce que me dit mon horoscope qui va m'arriver. Et je peux décider de croire en tout ça. Mais est-ce que j'ai vraiment une preuve que les horoscopes disent vrai? Est-ce que le fait d'avoir expérimenté à plusieurs reprises la véracité des propos de l'horoscope, est-ce que ça fait de ça une preuve que les horoscopes disent vrai? Non. Il n'y a actuellement aucune preuve qu'un horoscope dit vrai. Aucune. Vous pouvez dire, plusieurs fois, tout le mois de juillet, quand je me réveillais, je regardais, il m'arrivait exactement ce qu'on me disait qu'il m'arrivait. Ça ne veut toujours pas dire que vous avez eu une preuve de la véracité des horoscopes. C'est juste un concours de circonstances, mais rien scientifiquement ou rationnellement permet de soutenir que les horoscopes disent vrai. Donc, quand on croit aux horoscopes, on y croit. C'est une croyance, ça reste quelque chose qui nous appartient. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis de signe lion. Parce qu'il y a un calendrier et mon signe astrologique, c'est le lion. La croyance est donc une connaissance sans preuve. Alors que la connaissance, la vraie, le savoir, ça c'est objectif et c'est vérifié. Et par rapport à d'autres repères, on peut dire que c'est absolu, que c'est objectif. La croyance, c'est quelque chose de relatif, c'est quelque chose de subjectif. Je vous renvoie à une autre fiche sur les repères, il n'y en a que 3, donc celle sur laquelle j'ai parlé de subjectif, objectif et de relatif absolu. On continue avec la différence entre exemple et preuve. Mon passeport est une preuve de mon identité. Je peux aller chercher un colis à la poste et montrer mon passeport. Tout le monde me croira, voilà. L'exemple que je viens de donner est un cas particulier grâce auquel je peux illustrer ce que j'ai dit au départ, que mon passeport est une preuve de mon identité. La preuve, quant à elle, est un élément concret qui permet d'attester de la véracité d'un propos, en l'occurrence de mon identité. Je suis Célène, je peux le prouver grâce à mon passeport. Ensuite, il est très important de réussir à faire la distinction entre expliquer et comprendre. Là, actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes, vous comprenez les explications, les repères que je suis en train de vous expliquer. La compréhension, elle vient de vous et l'explication, elle vient de moi. Il y a donc une distinction à faire d'énonciateur. J'énonce mes explications et vous êtes le destinataire de mes explications, vous devez les comprendre. L'explication vient donc de la personne qui cherche à rendre intelligible un propos et la compréhension vient de la personne qui cherche à comprendre ce propos, à en saisir tout le sens. On continue avec théorie pratique. Le théorème de Pythagore, tout le monde le dit, il sert à rien. Il sert à rien dans la vie de tous les jours, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que le théorème, c'est quelque chose, la théorie, c'est quelque chose qui est abstrait. Alors que son application dans la vie de tous les jours, ça, c'est la pratique et c'est concret. Lorsqu'on utilise le théorème de Pythagore et qu'on le met en pratique dans la vie de tous les jours, alors il prend tout son sens. Alors on peut donner une dimension concrète à quelque chose qui était abstrait au départ. On continue avec les repères qui sont un petit peu de l'ordre de la raison avec la distinction que vous devez faire entre persuader et convaincre. Je peux facilement me laisser persuader par des arguments émotionnels. Je peux me laisser persuader que je dois donner une pièce à un pauvre SDF. Le fait d'avoir dit pauvre SDF, c'est émotionnel parce que forcément, ça me renvoie à une émotion, à la pitié, à la compassion, à la tristesse. Et donc, je peux me laisser persuader, effectivement, de lui donner cette pièce. Il ne vient pas me chercher en me disant tu me donnes une pièce, je vais te rendre 2 fois plus, c'est un emprunt, donc dans ta tête, les calculs se font et hop, tu donnes froidement ta pièce. Non, tu te laisses persuader lorsque on utilise des arguments émotionnels. Trouver les arguments rationnels pour convaincre quelqu'un que mon avis est le meilleur, admettons, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Parce que convaincre, c'est faire appel à sa raison. C'est justement ce que je viens de dire, c'est si le SDF était venu et qu'il m'avait dit tu me donnes autant, je te rendrai autant, il faut encore que ma raison me dise que c'est la bonne chose à faire.
Alors que quand c'est l'émotion qui parle, eh bien, c'est tout à fait différent. Et elle est là, la différence entre persuader et convaincre. Convaincre, c'est faire appel à la raison de quelqu'un. Persuader, c'est faire appel à ses émotions. Dans un discours argumentatif, les deux se font. On peut très bien faire appel à la pitié d'un juré, comme on peut faire appel à sa raison, lui dire mais il n'y a en fait aucun doute que cette personne est coupable. Ensuite, très important, il faut réussir à faire la distinction entre intuitif et discursif. Intuitif, ça doit tout de suite vous faire penser à l'intuition, l'instinct. J'ai l'intuition que cette personne est en train de me mentir. Mais qu'est-ce qui me permet de l'expliquer? Rien. C'est mon flair. C'est donc un instinct naturel, c'est quelque chose de très spontané, c'est quelque chose que l'on ne s'explique pas rationnellement. D'accord? C'est très animal. Alors que d'un autre côté, si par exemple j'y repense plus tard et que je me rends compte qu'elle avait fait, en fait elle était revenue sur sa version précédente et que c'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors ça signifie que j'y ai réfléchi et je suis arrivée à la conclusion que cette personne me mentait. Donc c'est à travers le discours, dans discursif il y a discours, c'est à travers le discours, c'est à travers la réflexion, la rationalité que je suis arrivée à la conclusion que cette personne me ment. Donc simplement, ils ne s'opposent pas forcément, d'accord, discursif et intuitif. Mais intuitif, c'est la première étape de quelque chose. Mon intuition peut être confirmée par le discours derrière. Donc, ils ne s'opposent pas. Ils peuvent aller de pair. Je vais reprendre le même exemple pour vous expliquer média, immédiat. Immédiat aussi, comme intuitif, ça doit tout de suite faire tilt dans votre tête, immédiatement faire tilt dans votre tête. Immédiat, c'est ce qui arrive comme ça, directement devant moi et qui se passe dans ma tête sans intermédiaire. Immédiatement, j'ai reconnu la femme que j'avais vue 2 ans plus tôt. Immédiatement, j'ai l'impression que cette personne me ment. Immédiatement. Mais je n'en aurai la confirmation que lorsque j'obtiendrai la vérité de la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Dans intermédiaire, il y a média, comme dans média immédiat. En fait, ce qui se passe immédiatement, c'est ce qui se passe directement, sans intermédiaire. Et ce qui se passe de manière médiate, eh bien, c'est ce qui a besoin d'un intermédiaire pour arriver, ce qui se passe indirectement, ce qui prend plus de temps pour arriver. C'est vraiment très semblable avec intuitif discursif. Ensuite, on a le repère analyse-synthèse. Alors, analyse-synthèse, c'est pas tout de suite évident comme ça, mais quand on le dit une fois, généralement, on l'a retenu pour toujours. Analyser un texte, par exemple, dans l'explication de texte en philo. Analyser un texte, ça veut dire le décortiquer, regarder tout ce qui se passe dedans, le décortiquer pour enfin en tirer une conclusion. Synthétiser, c'est justement le contraire. C'est le fait de réussir à avoir tous les éléments dispatchés et les réunir pour arriver à une conclusion. Comme ce que l'on vous demande de faire dans la dissertation. Dans la dissertation, à vous de reconstituer le cours, à vous de délivrer ce que vous avez vu en cours, des éléments disparates que vous avez vus en cours. Comme dans une enquête, si vous voulez. Une analyse, ce serait de prendre un échantillon et de décortiquer tout ce qu'il y a dans cette empreinte, dans ce cheveu, dans ce ceci, dans ce cela. Voilà. Alors que synthétiser, ce serait, vous voyez le tableau cliché de toutes les enquêtes, eh bien ce serait de prendre tous ces éléments-là et de les rassembler pour donner une conclusion à l'enquête. L'analyse est donc dans la décomposition de l'information pour trouver tous les éléments, alors que la synthèse est dans la reconstitution de tous ces éléments pour former une information. Ensuite, on va avoir le repère ressemblance-analogie. Alors, il faut comprendre la différence entre les deux parce que c'est juste une histoire de nuances. On a vite fait de les confondre, d'utiliser l'un pour l'autre, alors que vraiment, il y a une différence entre les deux. Et comme pour analyse-synthèse, une fois que je vous l'aurai dite, normalement, vous l'aurez retenu. La ressemblance, c'est ce que vous imaginez, c'est la similitude que l'on peut avoir, qui peut exister entre une sœur et son frère, par exemple. La similitude qui peut exister entre 2 voitures de la même couleur. Voilà, ça c'est une ressemblance. Maintenant, est-ce qu'il y a une ressemblance frappante entre un ordinateur et un cerveau humain? Non. Mais je peux tout de même dire, par analogie, que le cerveau est comme un ordinateur. Parce que c'est une bonne image pour faire comprendre le fonctionnement de mon cerveau. Mais on est d'accord, il n'y a aucune ressemblance physique ou autre entre l'ordinateur et le cerveau humain. L'analogie permet donc un raisonnement par comparaison.
alors que la ressemblance, elle, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Pour finir cette fiche sur les repères, il y a enfin le tout dernier, hypothèse, conséquence, conclusion. Alors, je vais vous lire ce que j'avais écrit, parce que je trouvais que c'était un bon exemple. J'imagine, je fais l'hypothèse qu'il y a un lien entre manger gras et avoir des boutons. Ok, ça c'est mon hypothèse. Pourquoi j'ai cette hypothèse? Parce que la dernière fois que j'ai mangé gras, la conséquence d'avoir mangé gras a été d'attraper des boutons. J'ai mangé gras, conséquence, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais des boutons. J'en conclus donc, conclusion, que le gras est mauvais pour ma peau. L'hypothèse de départ, c'est une supposition qui n'a pas encore été vérifiée. Elle restera à l'état d'hypothèse tant qu'elle n'aurait pas été révélée vraie. La conséquence, et c'est bien ce que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est le résultat d'une action ou d'une situation. Je mange gras, j'ai des boutons. La conclusion, enfin, ça pareil, il faut l'utiliser souvent et c'est exactement ce que vous pensez. C'est la déduction logique, mais ça doit être logique, hein, la conclusion logique que je fais à partir d'un raisonnement ou d'une observation. C'est vraiment des termes que vous allez pouvoir reprendre dans la notion de science, la notion de raison, la notion de vérité, parce que tout ça, ça fait partie de cet univers de la connaissance, de la certitude, de la vérité, de la véracité d'un propos. C'est tout pour cette fiche sur les repères et n'oubliez pas, heureusement que je suis là.